Voilà, Convergence et Révolution culturelle, mesdames et messieurs, c'est cette émission spéciale de la direction des programmes de DRTV dédiée à notre continent, l'Afrique. Une émission 100% combat panafricain. Vous savez très bien que tout ce que nous ne pouvons pas traiter dans Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, nous pouvons le faire sur ce plateau de Convergence et Révolution culturelle afin qu'on puisse identifier le chemin, le retour aux sources africaines, quels sont les chemins de la Renaissance africaine et surtout, quand l'Afrique parle de l'Afrique à l'Afrique pour l'Afrique. Aujourd'hui, nous arrivons sur ce plateau, mesdames et messieurs, en direct avec vous qui êtes à la maison, là, qui nous suivez aussi dans vos bureaux, pour que nous puissions parler de l'Afrique entre nous, Africains, et que nous découvrions la vérité, parce qu'on nous a trop menés en bateau. La pensée du jour est claire. On nous a trop menti. Et trop, c'est trop. Voilà, donc aujourd'hui, les mensonges de l'histoire, nous allons décortiquer trois figures historiques dont on nous a parlé à l'école. Je me rappelle bien sur les bancs de l'école comment Foutika, déjà son prénom m'échappe, mais ça me reviendra, il n'a qu'à bien se tenir. Il était émerveillé de nous parler de ces gens-là, y compris Jaurès et Komba, sinon Odvarez, Dabira et les autres, Patrice Louvoiseau, tous nous étions d'accord. Et on a gardé ça des décennies plus tard. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y avait quelque chose qui tournait par rond, il y avait anguille sous roche, et donc on était dans un panier de crabes. Dixon Klaus, bonjour. Bonjour Alexis. Les mensonges de l'histoire, c'est ce que nous avons trouvé à servir aux téléspectateurs parce qu'on s'est rendu compte qu'on nous avait appris des choses et d'autres à l'école, mais lorsque nous avons fait nos propres recherches, aujourd'hui, quand l'Afrique se met à rechercher la vérité par elle-même, elle découvre que beaucoup de choses n'étaient ni plus ni moins que de gros mensonges. Oui, des gros mensonges. Et je dirais aussi, je rappellerai aux téléspectateurs, cette belle phrase qui dit pour mieux cacher quelque chose à un noir, il faudrait justement l'écrire dans le livre, la marquer dans le livre, parce que le noir ne lit pas. Il est temps pour nous justement de s'informer, de chercher, de fouiller, de ne pas toujours attendre que les autres nous informent, de ne pas toujours attendre que l'Europe nous informe. Et donc aujourd'hui, nous sommes là justement pour servir, pour informer. Parce que cette émission est une émission oblative. Elle est au service justement des autres, au service de nos téléspectateurs. Et elle a pour mission justement d'informer, de sensibiliser, de conscientiser en vue d'une Afrique beaucoup plus forte, beaucoup plus informée, beaucoup plus épanouie, beaucoup plus développée, beaucoup plus cultivée. Exact. Justement. On nous disait à l'école, depuis l'école primaire, l'adoré Foutika, voilà, ça nous revient. À l'époque, on le voyait dans sa culotte dans la cour de récréation. On disait que l'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Nous évitons l'ignorance. Vous qui êtes à la maison, rechargez déjà vos téléphones, mettez du crédit dedans. Du crédit RTL à partir de 300 francs jusqu'à 3000, du crédit de MTN 300 francs jusqu'à 3000, et vous qui avez des téléphones RTL, c'est au 4545 que vous allez nous appeler en direct pour réagir, et pour ceux de MTN, c'est 55 56 pour que vous aussi, vous participiez à ce débat, parce qu'il est temps que les écailles tombent des yeux, que l'Afrique constate par elle-même, comme Cheikh Anta Diop avait dit, armez-vous de connaissances jusqu'aux dents, n'est-ce pas, Dixon Klaus? Évidemment qu'il faut s'armer de connaissances jusqu'aux dents. Et j'ai l'impression que lorsqu'il s'agit de la connaissance, l'homme africain a tendance à s'inscrire dans la procrastination. C'est-à-dire qu'il a tendance à remettre toujours. Voilà, alors que c'est toujours ça. C'est maintenant. Et vous savez, moi je pense même que dans les pays africains, nous avons des réalités politiques où moi je pense que ces réalités existent jusqu'aujourd'hui parce que les peuples ne s'informent pas sur la politique. Les peuples restent dans l'ignorance, croupissent dans l'ignorance. Voilà, c'est pour ça qu'on est tous emballés aussi facilement. Par contre, si le peuple s'informait davantage et pertinemment sur la gestion de la société, sur les problèmes culturels, sur ce qui nous concerne,
je vous assure, Alexis Bongo, le peuple serait beaucoup plus vigilant, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus avisé, beaucoup plus averti. Et même la gente féminine, on sait très bien que nos grands-parents, les mamans de nos grands-mères, les grands-mères, c'est-à-dire les mamans de nos mamans, et même nos mamans, la génération qui nous a précédés, toutes ces femmes-là n'avaient pas conscience de leurs droits. Elles n'avaient pas conscience de leurs droits et elles n'ont jamais, ignorant tous leurs droits, elles ne se sont pas battues pour ces droits-là, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, la femme africaine comprenne qu'il y a des choses et d'autres qui lui ont été comme ça là, volées, arrachées, à tort, et aujourd'hui on a le combat féminin et qui aboutit aujourd'hui même sur la loi Mouebara, où on sécurise au maximum ces femmes-là pour faire respecter leurs droits, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est vrai ce que vous dites, mais ce que je voudrais dire ici, c'est que c'est encore une minorité qui est consciente de cette affaire. Et moi, vous savez, qu'on ne le veuille ou pas, les sociétés du monde sont de plus en plus androcentristes. C'est-à-dire que la société base son fonctionnement, son développement sur l'homme. L'homme est l'épicentre de la société. Voilà, l'homme est l'épicentre de la société. Et c'est cruel, c'est regrettable parce que moi je pense, d'ailleurs souvenez-vous, nous avons reçu ici une Américaine qui disait que les femmes sont dotées des capacités naturelles qui promeuvent les capacités intellectuelles, justement. Elles sont très, très intelligentes. Elles sont très, très intelligentes, justement. Donc, il suffirait pour nous d'éveiller la femme, de les éveiller, de la respecter, de l'honorer, de l'enseigner, de l'encourager, de la former, de l'encourager, afin qu'elle devienne celle que nous espérions d'elle, en fait. Très bien, vous verrez vous-même, mesdames et messieurs, que ça tombe à pic, puisque dans un premier temps, nous aurons un panafricaniste reçu sur un plateau de télé. Nous parlons de 3 grandes figures de l'histoire. C'est un homme, mais ça sera suivi après, lorsque nous aurons commenté un peu, ça sera suivi d'une panafricaniste, donc une dame qui redira aussi à sa manière l'histoire, en parlant de 3 grandes figures. C'est autant dire que les femmes ne doivent pas rester assises à ne rien faire. Les femmes, elles sont dynamiques, elles sont intelligentes, elles sont belles, elles sont très bien inspirées, elles sont courageuses, elles sont battantes. C'est des chefs de famille et le continent peut compter sur les femmes. Oui, le continent peut compter sur les femmes. D'ailleurs, l'histoire nous informe, nous parle de la reine de Saba, qui était l'une des puissantes femmes de l'époque. Il y a Kimpavita, on connaît tout ce qu'a fait. Il y a Maman Ngunga, la reine Nzinga. La reine Nzinga, justement. Et elles sont nombreuses. Oui. Donc voilà, aujourd'hui, pourquoi pas avoir des femmes comme des Michelle Obama? Mais il y a Maman Mouilou aussi chez les kimbanguistes. Oui, justement. Donc, moi je crois à la femme et je pense que la femme peut justement contribuer davantage au développement de nos pays. Très bien. Alors donc, mesdames et messieurs, calez-vous bien, rechargez vos téléphones parce que vous allez interagir avec nous, réagir à ces révélations qui nous ont scandalisés, éblouis, choqués. Et pour ceux qui sont sur RTL, achetez du crédit. À partir de 300 francs, n'activez pas de forfait, ce qui t'appelle les colécatés. Au tiers crédit, il y a 300, il y a 600, il y a 900, il y a 3000, il y a MTN 300, 600, 900, 3000. Vous allez après, parce qu'il faut il faut qu'on réagisse, qu'on puisse réajuster les choses parce qu'on nous a trop menti, trop ébellé et trop c'est trop. Alors, Patrice Louvoiseau... Et vous voyez ce que vous faites, c'est ce que nous devons faire aussi. Vous parliez en lingala, c'est très important. Très, très important. Nous devons vulgariser davantage les connaissances. Et j'entends par vulgarisation aussi mettre à la disposition de ceux qui ne s'expriment pas en français les connaissances en langue que eux, ils parlent. Exact. C'est très important. En nos propres langues. Justement. En lingala, en kituba. Justement. Et pourquoi pas traduire ce que nous disons en bochi, en vili, en bembe, en teke. Voilà. Même si Odvarez d'Abira ne connaît pas sa langue maternelle. Nous étions
nous avions enquêté, on dit que lui s'exprime comme français. Voilà. La tango français, na midi français, na pourquoi français, banasikoyo. Voyez-vous, c'est compliqué. Voilà. Et vous regardez, pendant les élections, dans d'autres pays, dans beaucoup de pays, il arrive qu'on organise des universités populaires où on explique la Constitution. Mais qu'est-ce qui se passe? On explique la Constitution dans chaque langue de chaque département pour favoriser la compréhension des différents peuples. Mais on ne devrait pas le faire que pour la Constitution, pour la compréhension de la Constitution. On devrait le faire aussi pour toutes les connaissances importantes pour l'évolution de l'être humain, pour l'évolution du citoyen, pour la promotion de la citoyenneté économique, la citoyenneté sociale, culturelle. C'est important. Très bien. Et nous militons sur ce plateau de Méostasie, non, pardon, de Convergence et Révolution culturelle, nous militons pour que nos enfants étudient en lingala désormais. Hein? Nos enfants étudient en Kituba quand ils sont à Pointe-Noire, en lingala quand ils sont à Brazza, pour qu'ils comprennent mieux les choses. Trop de français là aussi, c'est ça qui fait que tous les zéro n'a dicté. Après, on commence encore à se tourner à Azobaté. C'est pas facile. L'accord du parti, passer avec l'auxiliaire, être ou avoir. Vous pensez que c'est facile? Même papa et maman, eux-mêmes, ils ont des problèmes. C'est comme une zéro faute n'a dicté. Patrice Louvoiseau, le premier panafricaniste, Paul est là. Il va nous ouvrir les yeux sur les réalités. Ni Odvarez, ni Yajo, ni Patrice Louvoiseau lui-même dans les machines, ni l'Adoré Fotka, ni même, avec tout le respect, hein, peut-être bien la DG de DRTV, Madame Yolène York, peut-être qu'elle sait, hein, peut-être qu'elle sait, mais en tout cas, nous, on ne savait pas. Donc, on découvre avec Patrice Louvoiseau. Premier élément. Alors, quand vous regardez depuis le temps, prenons ce cas, ne prenons que le cas de la France. Quand vous regardez les principaux héros de la France, ils sont trois que l'histoire de la France présente comme ceux qui reflètent le mieux la gloire française, si tant est qu'on puisse la considérer comme telle. Vous avez Louis XIV, vous avez Napoléon Bonaparte, vous avez De Gaulle. Et ces trois héros de la France sont tous des bourreaux pour l'Afrique. Et je vous dis, c'est les figures les plus emblématiques de l'histoire dite glorieuse de la France. Or, c'est qui Louis XIV? Louis XIV, c'est quand même celui qui a établi le Code noir. C'est celui qui a posé les jalons juridiques de l'esclavage, de la maltraitance des Noirs. Et c'est lui qui a posé les bases de ce qui allait être plus tard le saut scientifique de l'infériorité des Noirs et du suprémacisme blanc, puisque c'est sur la base du Code noir qu'on a eu des théories fallacieuses, soi-disant scientifiques, pour expliquer que le Noir était inférieur. Donc il a posé les bases du racisme. Je vous rappelle encore que quand vous prenez maintenant Napoléon Bonaparte, après la supposée abolition de l'esclavage de 1792, rétablit cet esclavage en 1804 et rétablit par la même occasion le Code noir de Louis XIV. Et Napoléon Bonaparte, je vous rappelle, tout à l'heure on a parlé de Louis XIV, il était quand même présenté comme le roi soleil, donc le roi de toutes les lumières, et quand les Français en parlent, c'est avec la plus grande fierté. Or, on connaît tous les affres qu'il a causés aux Africains. Quand vous prenez Napoléon Bonaparte, qui rétablit donc l'esclavage en 1804, et qui fait de la France un pays prospère à son époque, parce qu'il retrouve sa grandeur d'antan, soi-disant, mais en réalité, c'est sur les fruits justement de l'esclavage. C'est Napoléon Bonaparte qui rétablit l'esclavage de façon générale, mais précisément à Haïti, et qui justement spolie Haïti et impose une dette unique à Haïti qu'Haïti mettra 200 ans à payer. Vous avez ensuite, je vous rappelle également que la femme de Napoléon Bonaparte était propriétaire de plantations esclavagistes, de canne à sucre qui rapportaient énormément à la France. Et juste à titre de rappel, vous avez un certain nombre d'édifices qui font la fierté de la France aujourd'hui. Vous avez le palais de l'Élysée, vous avez l'Arc de Triomphe, vous avez la Banque de France, vous avez le château de Versailles. Tous ces édifices, et ce n'est pas exhaustif, ont été construits par le sang des esclaves africains.
Le château de Versailles qui a commencé à être construit par Louis XIII et qui s'est terminé par Louis XIV était exclusivement construit par des esclaves, avec les fruits de l'esclavage. La Banque de France aujourd'hui, qui est le poumon de l'économie de la France. Donc quand on parle d'une banque centrale d'un pays, vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est le cœur de l'économie de ce pays-là. La Banque centrale, l'essentiel des fonds de la banque qui ont constitué la Banque centrale était le fruit de l'esclavage. La Banque centrale de la Banque de France a été créée en 1800, donc en pleine période de l'esclavage. Et aujourd'hui, ça fait la fierté de la France, l'économie de la France. Quand vous prenez l'Élysée, le palais de l'Élysée, c'est en réalité l'élément le plus pertinent du passé esclavagiste de la France. Parce que ce sont des Noirs qui l'ont construit à base des ressources esclavagistes, notamment Antoine Crozat. Si vous regardez qui est Antoine Crozat, qui était un bras droit de Louis XIV et qui a contribué énormément à la richesse de la France, en tout cas la prospérité économique de la France entre le 16e, la moitié du 16e et moitié du 17e siècle, vous vous rendrez compte que il est présenté d'ailleurs dans l'histoire française comme l'un des hommes, sinon l'homme le plus riche de l'histoire de France. C'est lui qui détenait la Louisiane. La Louisiane, seul tout l'État de Louisiane. C'est lui qui détenait la Louisiane avant que la France ne cède la Louisiane aux États-Unis. Et vous avez un troisième personnage, De Gaulle, qui est présenté comme l'un des emblèmes les plus prestigieux de la France, mais qui, pour les Africains, n'est rien d'autre qu'un criminel. Un poltron devenu héros. Voilà, on sait comment, on se rappelle de l'appel du 18 juin en réalité qui était une fugue. La fugue d'un général, vous vous rendez compte. Un général fut-il de brigade seulement, mais en fait, si vous êtes un général et qui est supposé être donc un héros et montrer le chemin en pleine guerre, vous ne fuyez pas, vous ne désertez pas votre pays. Et on sait ce qui devrait arriver, ce qui arrive dans des pays normaux pour des officiers de haut rang qui désertent. On sait ce qui arrive. On en finit avec eux, au minimum, on les destitue. Mais voilà le héros de la France, qui en plus de cela a été l'un des pires tortionnaires que l'Afrique ait jamais connu. Vous voulez qu'on parle des massacres d'Algérie, vous voulez qu'on parle des massacres au Cameroun, vous voulez qu'on parle des assassinats de tous les indépendantistes. En fait, je brosse cet aperçu historique-là concernant la France et ses supposées lumières et ses supposées figures emblématiques en rapport avec l'Afrique pour bien montrer que de tout temps, la France, l'Occident en général, a été et reste esclavagiste et il n'y a rien de bon à attendre de ces gens et tout ce qu'ils peuvent dire de bon sur un des nôtres de façon unanime est le signe patent que cette personne doit être... Restons sur De Gaulle, car il faut préciser par ailleurs que c'est au Cameroun qu'il est venu se réfugier. Il venait d'ailleurs se suicider ici même à Douala. Et d'ailleurs, on se rappelle du 27 août 1940, où ce sont de jeunes Camerounais qui vont lui dire « Nous allons t'aider parce que ceux-ci ne voulaient plus de l'Allemagne ». Finalement, c'est encore le même homme qui va détruire 256 villes au Cameroun. C'est quand même trop. C'est juste incompréhensible. Mais c'est là où vous comprenez. Au napalm. Et je vous rappelle que pour ceux qui n'ont pas une idée de ce que c'est le napalm, qu'ils se rappellent juste des bombes d'Hiroshima que les États-Unis ont déversées sur le Japon. C'est-à-dire que vous avez la bombe atomique, vous avez le napalm quelque part juste en bas. Parce que ça décime, ça brûle, ça rend infertile les terres, ça détruit les animaux, ça a des conséquences sur des décennies, sur les êtres humains et tout ça. Donc, c'est d'une cruauté qui n'a juste pas de nom, dont selon le secret les Occidentaux. Et donc, vous avez ce même individu qui est un héros pour la France, qui allait plus loin. C'est-à-dire que, si vous vous rappelez des massacres de Guelma, de Kerata et de Sétif en Algérie, vous vous rappelez, on a parlé du napalm au Cameroun, mais c'est le même bonhomme, ce héros donc de la France, qui va procéder au massacre le 1er décembre 44, qui va procéder au massacre de Tiaroy, en faisant littéralement assassiner des soldats africains qui avaient été rapatriés manu militare après la libération, après que les Africains aient libéré Paris de l'Allemagne nazie. On va les rapatrier manu militare et lorsqu'ils vont
au Sénégal donc, et lorsqu'ils vont réclamer leur solde de façon légitime, ils vont être purement et simplement assassinés, tués à bout portant par les officiers de l'armée française. Mais pourquoi on les a rapatriés? Ça montre encore un autre visage hideux de cette France et de cet Occident qui ne peut être cru, dont un seul traitement ne peut être cru quand ils veulent présenter quelqu'un ou l'Afrique sous leur prisme. Ces soldats africains qui venaient de libérer la France ont été rapatriés manu militare, oui, pour la simple et bonne raison que il ne fallait pas qu'il y ait un seul noir sur les Champs-Élysées lors du défilé de victoire. Après la Seconde Guerre mondiale, après donc la libération de la France des griffes de l'Allemagne nazie. Et c'est ce qu'on a appelé le blanchiment des troupes. C'est bon de connaître son histoire, chers téléspectateurs. Et grâce à Panafricaniste TV, justement, on peut ensemble retourner un certain nombre de faits historiques pour nous édifier et voir à quel point il n'y a rien de bon à attendre des Occidentaux et il n'y a pas un seul traitement à croire de leur narratif. Et donc, le blanchiment des troupes, c'était donc ça, c'était que il ne fallait pas que les gens se rendent compte que ce sont des Noirs qui ont libéré la France. Donc, on les a rapatriés manu militare, on les a déshabillés et on a donné leur tenue et des armes à des va-nu-pieds, à des clochards, mais c'est la vérité. C'est-à-dire qu'on ramassait des clochards blancs, français, soi-disant de souche dans la rue, pour sauver l'image de la France. Pardon. Et on leur remettait des armes. On leur remettait des tenues pour aller défiler sur les Champs-Élysées. Ça, c'est important de rappeler ce genre de fait historique parce que ça montre bien à nos téléspectateurs dans quel état d'esprit sont les systèmes occidentaux et quel type de rapport on doit avoir eux. Justement, ne jamais croire un seul mot. Parce que comme je le dis à la fin de ce petit guide, pour comprendre le narratif officiel des Occidentaux et donc s'en méfier, il ne faut le début du salut de l'Afrique. Oui. C'est quand tous les Africains vont se rendre compte qu'il n'y a pas un seul traître-mot à croire du narratif officiel de l'Occident sur l'Afrique. Voilà, retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, avant que Dickson Klaus Pimbi ne réagisse sur cet élément très très important, qui vient nous ouvrir les yeux sur trois grandes figures dont on nous parle à l'école, dont on nous parle dans les livres d'histoire à l'université et partout, à travers les médias des autres. Nous avons donc le 20e anniversaire de l'émission Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, qui se profile à l'horizon. Ça fait donc 20 ans, octobre 2003, octobre 2023, 20 ans que nous naviguons dans le bateau de la spiritualité des profondeurs, ce voyage guidé dans les mystères de l'esprit et le choc des convictions duquel jaillit la vérité. Et Dickson Klaus Pimbi, 20 ans, ça se fête. Oui, bien sûr, 20 ans, ça se fête. Mais ça se fête pas tristement, Dickson Klaus. Pas tristement, non. Ça se fête jovialement. Voilà. Et d'ailleurs, nous invitons nos téléspectateurs à nous rejoindre à cette fête. C'est une très grande fête, donc ce serait une bonne chose pour nous de la célébrer avec nos téléspectateurs. Et ce sera donc le samedi 7 octobre 2023 à partir de 12 h à la préfecture de Brazzaville. Et donc des émissions, durant toutes nos émissions, nous allons revenir sur ça pour que personne ne dise en tout cas, nous allons tous fêter et honorer des grandes figures, des rencontres d'Alexis Bongo durant ces 20 ans à la préfecture de Brazzaville. Cela dit, Dickson, nous savons que vous avez été choqué par des grandes révélations qui ont été dites ici. Oui. Quelle est comme ça, là, à chaud, votre réaction? Mais bien avant, je voudrais, j'invite tous les pasteurs à nous rejoindre. Oui, tous les pasteurs, tous les mordus de la spiritualité. Tous les musulmans. Tout le monde sans exception. Alors, moi, évidemment, je suis choqué. En venant ici, mon cœur était en fête. Mais après avoir suivi ces images, mon cœur est triste, il est en deuil. Profondément triste. Profondément triste. Affligé. Mais vous savez, aujourd'hui, De Gaulle, beaucoup plus le général de Gaulle, c'est quelqu'un de bien pour la France. Moi, en fait, en tant que visionnaire, c'est quelqu'un parce que il a eu une grande vision. Vous voyez, la France d'aujourd'hui est plus ou moins le résultat des efforts du général de Gaulle. Mais attention, pour l'Afrique,
avant d'admirer cet homme, il faudrait réfléchir plusieurs fois. Ah. Moi, je ne vais pas ajouter, je ne viens pas ici, mais ce que je voudrais dire ici, c'est que il est temps que l'Afrique s'informe sur ces, entre guillemets, héros qu'elle a toujours On doit revisiter l'histoire. admiré. On doit regarder encore tout ce qu'on nous dit dans les livres d'histoire. Est-ce que ça tient debout? Voilà. On doit vérifier tout ça par nous-mêmes. Je lisais encore récemment l'histoire du Gabon, puisque le Gabon faisait partie justement de la France à une période donnée, mais après, le général de Gaulle, ne voulant pas associer l'histoire de la France à celle de la patrie des Noirs, d'Afrique noire. Donc, il y a tellement de choses autour de cet homme où quand on les lit, on les découvre, on est choqué. En tout cas, ça a été une grande figure pour les Français. Aujourd'hui, leurs conditions de vie sont un peu l'héritage de son parcours, mais pas une grande figure pour les Africains. Nous sommes désolés. Mesdames et messieurs, RTL 45-45, bon, rechargez votre crédit. Pourquoi vous n'avez pas vérité? Donc, quand on vous donne la vérité, chacun refuse de parler parce qu'on n'aime pas la vérité. Non, il est temps. La pensée du jour est claire. On nous a déjà trop menti. Donc, trop, c'est trop. Il est temps que nous apprenions à réagir, à parler, à transmettre la connaissance. Pour RTL, 300 francs, vous appelez au 45-45. Et pour MTN, vous rechargez le crédit, n'activez pas de forfait, appelez au 55-56 pour réagir. Allô? Allô? Voilà, il est parti. Donc, on nous apprend ici que Louis XIV, il y en a qui ont même des lits Louis XIV à la maison. Et il est heureux, hein? Voilà, moi, je dors dans un lit Louis XIV. Ok, c'est bon. Mais c'est lui qui a posé les bases du racisme. Un trait dangereux pour nous, les Africains. Pour eux, là-bas, peut-être que c'est bon. Pour nous, non. Parce qu'il a promulgué le code noir. Bien sûr. Qui nous a réduits en esclavage avec des lois bien codifiées. Et ça, nous ne pouvons pas acclamer. On nous a fait croire, nous tous, hein, on aimait bien Louis XIV. Et c'était beau. Surtout que quand on a vu sur Bakombo, il n'y a même pas Obambe 14 ou bien Massamba 12. Non, il n'y a pas ça. Tikaya 1er. Donc, nous, on était heureux de dire Louis XIV avec plaisir. Mais c'est des racistes, c'est des esclavagistes. Voilà. Et la grande question qu'il faut se poser ici, est-ce que la France s'est détournée de la philosophie de ces hommes-là? Non. Non. La France d'aujourd'hui... Elle est restée enracinée. Justement, elle est restée enracinée et elle pérennise... Oh, on a un téléspectateur. Allô? Cédric Mourapenda, on sait que vous avez peur de la vérité, Cédric, mais mettez-nous le téléphone là qu'il marche bien parce que les Congolais, les Africains doivent réagir au 45-45 pour RTL, au 55-56, vous disiez? Oui, donc je disais que la France d'aujourd'hui pérennise la vision, l'idéologie, la philosophie de ces hommes. Exact. La France-Afrique dont nous parlons aujourd'hui, mais le général de Gaulle est plus ou moins le concepteur de la... Évidemment, avec Jacques Foccart et tout son réseau. Jacques Foccart et tout son réseau. Ah, il y a quelqu'un, un téléspectateur? Allô? Ah, mais qu'est-ce qu'il y a, Cédric Mourapenda? Il faut que ça passe. Oui, voilà. Donc, la France-Afrique dont on parle. Justement, je disais quelque part, j'étais en train de m'amuser à faire la comparaison entre la vision de Thomas Sankara et la France-Afrique. Qu'est-ce que la France-Afrique nous a rapporté aujourd'hui? Et si on s'était apaisanti sur la vision de Thomas Sankara, sur ce qu'elle disait, est-ce que l'Afrique ne devrait pas connaître un autre avenir qu'elle connaît aujourd'hui? Il y a un téléspectateur, je pense. Ah, il est parti encore. Donc, on est en train d'ajuster là. Évidemment qu'il y a beaucoup à dire. Dans nos villes africaines, on voit des images du général de Gaulle, on voit des photos. Ah oui. Moi, je ne suis pas contre... je veux dire, la volonté. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est que lorsque nous publions, lorsque nous vulgarisons, lorsque nous mettons un peu partout dans nos grands avenues, dans les grandes voies, les images du général de Gaulle, par exemple. Est-ce qu'on se pose des questions sur l'influence qu'elle pourrait avoir sur
nos enfants. Oui, mais c'est pour que eux aussi, justement, nos parents, à l'époque des tirailleurs, ont encensé le général de Gaulle, croyant qu'il était Dieu sur terre. Alors, nous aussi, on nous a embrigadés dans la chose. C'est pour que nos enfants, nos petits-enfants et tout ce bon, et des générations, nous puissions le prendre comme une référence, alors que ce n'est pas ça la vérité. Hein? Ici, le panafricanisme, les panafricanistes ont compris que l'un des pires tortionnaires que l'Afrique n'ait connu. Alors, mais non, qui va dire non? Il vient sur ce plateau de Convergence et Révolution culturelle. On va le recevoir à bras ouverts, qu'il nous démontre par A plus B tout le bienfait qu'il a fait. Lorsqu'on dit que le palais de l'Élysée avait été construit à base des ressources des esclavagistes, oui ou non, les historiens du Congo venaient sur ce plateau nous faire la démonstration. Et ça, on ne le dit pas suffisamment. Non. On ne le dit d'ailleurs pas. On ne le dit d'ailleurs pas. C'est des faits qu'on devrait dire dans des leçons d'histoire, dans des cours d'histoire. Ça emmènerait nos enfants à comprendre à quel point nos ancêtres ont contribué à la construction de la grande France d'aujourd'hui. La grandeur de la France que disait De Gaulle à son époque, hein, dans son livre Les Mémoires de la guerre. Mais les Noirs ont contribué énormément à la construction de cette France. Notre sang, beaucoup de sang. Il faut dire ces choses à l'école. Ça réveillerait les enfants. Mais malheureusement, voilà. Malheureusement, on ne le dit pas. 45 pour ceux qui ont RTL. Vous avez votre SIM RTL, achetez du crédit, n'activez pas de forfait, appelez et dites-nous ce que vous en pensez. Pour ceux de MTN, achetez du crédit à partir de 355-56, n'activez pas de forfait s'il vous plaît. Appelez et dites-nous qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Et donc, on dit même que la femme de Napoléon, hein, du grand Napoléon, était propriétaire d'esclaves. Mais ça, on ne nous dit pas. Et quelle implication ça a dans le quotidien des Africains aujourd'hui? On ne nous dit pas. Alors, Patrice Louvezo, les Congolais sont face à la vérité, ils sont éblouis, ils sont choqués, et il y en a qui appellent, mais ça ne passe pas encore, réajuster le tir là-bas. Et en attendant, qu'est-ce que la panafricaniste, la dame, comment elle voit ces choses-là, et qu'est-ce qu'elle nous dit pour décoloniser les esprits, pour éveiller les consciences africaines encore endormies. Déciviliser les esprits. Pour déciviliser les esprits, justement. Non. Décoloniser, déciviliser les esprits de la civilisation que nous connaissons. Ah, de leur civilisation. Ah oui, parce que la civilisation, nous étions civilisés. Nous étions civilisés. Bien sûr. Voilà, donc on nous a appris qu'ils étaient venus pour nous civiliser. Mais en tout cas, la civilisation, comme le disait Feu Omotunde, est d'origine même africaine, parce que tel peuple, telle civilisation. Alors, Patrice Louvezo, on a aussi une grande panafricaniste qui s'est penchée sur le sujet. Balancez-nous pour que les gens se positionnent et puissent réagir à la fin de cette vidéo. On est reparti? Bon, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ouh! Louis XIV, Napoléon, Charles de Gaulle. Non, là, c'est plus un briquet qu'il me faut, c'est un lance-flamme. On va carboniser tout ça. Générique. Bienvenue sur Afrique Résurrection, je suis Safiane Joylab, chercheuse en histoire et culture africaine. Alors on va commencer dans l'ordre chronologique avec Louis XIV. Tout le monde le connaît comme le roi soleil, Versailles, les dorures, mais en réalité c'était un esclavagiste. Il a créé plusieurs compagnies esclavagistes, notamment la Compagnie des Indes, la Compagnie du Sénégal, la Compagnie de Guinée. Et ce sont ces compagnies qui ont organisé le kidnapping de milliers d'Africains. Il ne s'est pas arrêté là, il a investi dans énormément de compagnies qui possédaient des esclaves. Donc sachez que le château de Versailles a été financé par le travail forcé des Africains déportés en Amérique et dans la Caraïbe. Ce que l'on ne dit pas non plus à propos de Louis XIV, c'est que l'un de ses bras droits, à savoir Colbert, a écrit le Code noir à la demande de Louis XIV. Du coup, Louis XIV a demandé à Colbert d'établir des lois qui organisent une hiérarchie, déjà avec les Français qui dominent tout le reste, mais même au sein des Africains, une hiérarchie par la couleur. Donc pour faire court, ce qui est à retenir, c'est que Louis XIV était un raciste esclavagiste. On passe à Napoléon Bonaparte. C'est la seule et unique fois de l'histoire de l'humanité où un esclavage a été aboli puis
puis rétabli. Et pour rétablir cet esclavage, Napoléon va utiliser une violence absolument inouïe. Il va envoyer le pire psychopathe de tous ses généraux, qui est connu pour être un tortionnaire sadique, le général Richepens. Et donc ce tueur en série va prendre un malin plaisir à massacrer les Haïtiens. Imaginez-vous que nos ancêtres qui ont résisté à ce rétablissement de l'esclavage pour conserver leur liberté, eh bien lorsqu'il les capturait, il les emmenait sur un bateau où dans les cales, il avait affamé des chiens pendant plusieurs jours. Il jetait nos pauvres ancêtres terrorisés dans ces cales et donc il se faisait déchiqueter vivant dans le noir. Quand bien même c'est Richepens qui a exécuté le sale boulot, Napoléon est le commanditaire et il était informé de tous les détails des tortures puisqu'il recevait des rapports. Je parle des Haïtiens, mais bien évidemment que les Guadeloupéens, les Guyanais ont été également torturés et massacrés sur la demande de Napoléon. Et comme si ce n'était pas suffisant, il va encore plus loin en promulguant des lois qui cette fois-ci appliquent une ségrégation. On parle tout le temps de l'apartheid en Afrique du Sud, la ségrégation aux États-Unis, mais c'est d'abord en France sous Napoléon que sont nées des lois de ségrégation. Il y a l'arrêté du 29 mai 1802 qui jette hors de Paris tous les militaires noirs ou métis. Napoléon va encore plus loin avec l'arrêté du 25 juin 1802 où là carrément il interdit l'accès à la France à tous les noirs et les métis. C'est pas fini avec l'arrêté du 8 janvier 1803, il interdit les mariages mixtes, c'est-à-dire entre une personne blanche et une personne noire. Et puis, je vais m'arrêter là parce qu'on va pas tous les faire, il y a eu l'annulation de la libération des personnes qui ont été affranchies avant même la première abolition. Mais qui fait ça? Napoléon était un psychopathe. Définition de psychopathe, dénué d'empathie. C'est-à-dire que même s'il considérait les Africains comme des animaux, à un moment donné, t'as pas de la peine pour des animaux quand tu les vois souffrir? Bref, on passe au suivant, Charles de Gaulle. Alors la liste des massacres et des assassinats menés par Charles de Gaulle est aussi infinie qu'il y a d'étoiles dans le ciel. On va prendre un seul exemple, mais à lui seul, il va suffire à vous montrer la perversion et le degré de psychopathie de Charles de Gaulle. Il s'agit des massacres perpétrés au Cameroun. Alors pour replacer le contexte, on est dans les années 50, le Cameroun est une colonie française, le travail forcé y est perpétré. Lorsqu'ils ne le font pas, on tue leur famille et forcément les Camerounais refusent. Donc ils résistent par tous les moyens possibles, y compris les moyens politiques. Le parti de l'Union des populations camerounaises, UPC, est créé pour récupérer la souveraineté du Cameroun, c'est-à-dire son indépendance. Et là, De Gaulle va faire preuve d'une cruauté rarement atteinte dans l'histoire de l'humanité. Il va envoyer des escadrons de soldats, des chars, des hélicoptères, des avions bombardiers. Les soldats français rasent des villages entiers. Ils rentrent dans les écoles, dans les hôpitaux, ils tuent tout le monde, ils incendient des villes entières. On parle de 156 villes rasées. Imaginez Toulouse, Bordeaux, Paris, Marseille, Nice, Toulon, Nantes, Le Mans, Rouen, Orléans, ça fait que 10. Imaginez les dégâts pour le pays si ces 10 villes-là étaient rasées. Maintenant, vous prenez le Cameroun et vous imaginez 156 villes rasées, incendiées, toute la population tuée jusqu'au dernier. Et on parle de civils non armés. On parle de femmes, notamment de femmes enceintes. On parle d'enfants, on parle de personnes âgées. Alors non seulement les soldats les ont tués sans scrupule, mais ils ont été jusqu'à décapiter des centaines de cadavres, mettre les têtes dans des camions, rapporter les têtes dans d'autres villages pour semer la terreur. Ils balançaient les têtes des bennes du camion à terre, ils les empilaient, ils faisaient des monticules de têtes et les villageois passaient devant ça tous les jours. C'était la tête de leurs frères et sœurs, de leurs grands-pères, de leurs tantines. Ils n'ont pas fait ça un jour, ils ont fait ça pendant des semaines et des années. Entre 1955 et 1965, on parle de plus d'1 million de personnes mortes. Quand on sait qu'il y a des personnes qui ont vécu ça, qui sont encore vivantes, mon Dieu. Comme si ce genre de massacre n'était pas suffisant, Charles de Gaulle a ordonné un bombardement au napalm. Alors pour ceux qui ne savent pas, il y a l'arme nucléaire et il y a le napalm juste en dessous. Pour vous donner une idée de la dangerosité et de la violence du napalm, c'est que là où ça tombe et ça brûle tout, rien ne repousse pendant des dizaines d'années. Ces gens-là nous ont brûlé nos ancêtres par millions. Vous comprenez pourquoi? Je brûle leur légende. Nous, les descendants des peuples qu'ils ont massacrés, on nous oblige à apprendre la biographie de ces gens-là sans nous dire les atrocités qu'ils ont commises sur notre sang, notre génétique. Comment est-ce qu'on peut diaboliser Hitler
et accepter que ces trois psychopathes, Louis XIV, Napoléon, Charles de Gaulle, soient des héros de la France. Il est temps de détruire ce mythe. Napoléon n'est pas un héros. Charles de Gaulle n'est pas un héros. Louis XIV n'est pas un héros. Si les Français veulent reconnaître des psychopathes, sociopathes, tueurs en série, sadiques, tortionnaires comme leurs héros, bien grand leur en face, par contre, il faut absolument que nos enfants soient conscients que ce ne sont pas leurs héros à eux. Donc par pitié, partage la vidéo en masse pour faire connaître la réalité de ces personnages français. Reste connecté à Afrique Résurrection et on se retrouve très prochainement pour une autre chronique. Voilà, on reste connecté à Afrique Résurrection. Dickson Klaus Pimbi, on a été choqués. Oui, c'est une douche froide là. Nous partons de choc en choc et ça fait mal. Ça fait très mal. La vérité qu'on nous balance, qu'on exhume pour nous, heureusement, mais cette vérité fait très mal quand on sait ce qu'on nous a appris à l'école. On nous en a parlé avec légèreté. Sinon, on nous en a parlé en enjolivant les choses pour l'intérêt des autres, hein, pour que nous fassions tous allégeance et que tous nous regardions vers l'Occident impérialiste en général et la France impérialiste en particulier. Et donc, du coup, aujourd'hui, avec cette série d'émissions que nous commençons, les mensonges de l'histoire, nous avons vu trois grandes figures, hein, Louis XIV, Napoléon Bonaparte, Charles de Gaulle. Hein. Mais on se rappelle bien même le papa d'Alexis Bongo, de l'avocat défenseur de l'Afrique. Quand il parlait de l'arrivée du général de Gaulle en 1944, il en parlait avec plaisir. Hein. À l'époque, ils étaient des bambins comme ça. Ils couraient pieds nus dans la ville pour acclamer ce grand homme. Il dit c'était un géant. Et mon papa court sur pattes, le voyait à des kilomètres et disait que c'est Dieu lui-même qui était venu libérer l'Afrique. Or ici, on nous démontre, on ne demande pas A plus B, que c'était pas Dieu du tout. Et nous, on a de la peine, Dickson Klaus Pimbi, Alexis Bongo, de revenir sur les mots, sur les qualificatifs des deux panafricanistes qui viennent de nous parler. 45-45 pour ceux qui ont RTL et 55-56 pour ceux qui ont MTN, pour que nous puissions donc creuser cette problématique, en discuter ensemble. Alors Dickson Klaus Pimbi, réaction encore, oui, peut-être qu'il y a un autre élément que ça vous inspire. On a parlé du roi soleil. Du roi soleil, mais moi il y a un élément assez important que la dame a évoqué. Je parlais de déciviliser le noir. Est-ce que vous savez, Alexis Bongo, le noir aujourd'hui s'identifie ou veut s'identifier aux Français, enfin le noir francophone, le noir des pays francophones, des pays d'Afrique francophone. La question sur la dépigmentation de la peau, le phénomène de la dépigmentation de la peau, ou encore nous avons tendance à appeler autrement ce phénomène par l'éclaircissement de la peau. Mais est-ce que vous savez que ce phénomène actuel a des causes lointaines? À l'époque, il est arrivé à un moment donné, le blond, pour maîtriser les noirs qui se révoltaient, il fallait susciter, inciter de la division au sein des blocs nègres. Et qu'est-ce que le blond faisait? Le blond se mettait à hiérarchiser les noirs en fonction de leur teint, en fonction de la teinture de la peau. Vous voyez? C'est-à-dire que le noir qui était clair de peau, le blond l'approchait. Vous voyez? Parce que le blond disait, lui, il me ressemble un tout petit peu. Il est comme moi. Il est un peu comme moi. Il vient un peu vers moi. Il n'est pas aussi sombre que l'autre. Non, non, non. Et il disait à ce noir clair de peau, que toi, tu es plus que ce noir, beaucoup plus noir de peau. Tu es plus civilisé que lui. Tu es plus civilisé que lui. Tu es plus intelligent. Tu es plus grand que lui. De Dieu que lui. Et le noir de peau claire, idiot qu'il était à l'époque, aussi croyait. Donc, le blanc inculqué comme ça... Bon, peut-être pas idiot, naïf.
naïf. Non, mais c'est des mots qui sont quasiment entre guillemets, ça nous fait mal. C'est une stupidité, il faut dire des choses comme elles sont. C'est une stupidité. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Vous allez voir que dans nos sociétés, les Africains beaucoup plus complexés sont victimes de ces identifications-là, sont victimes de ce que je dis justement, du phénomène de la dépigmentation. Et vous savez, même nos Ils se réfugient dans ça pour ressembler aux Blancs. Justement. Et vous savez, même nos choix sont influencés par ces faits qui ont des causes lointaines. Aujourd'hui, il y a même des hommes qui choisissent des femmes en fonction du teint. Mais plus c'est clair, plus c'est beau. Voilà, plus c'est clair, plus c'est beau. Et on pense que... Bon, comme les de Haute-Varèse et tout ça. Et on pense que c'est la réalité contemporaine, c'est une réalité de notre temps, c'est une réalité actuelle. Non, nous sommes simplement des victimes. C'est depuis des siècles qu'on nous a aliénés comme ça. Justement, et c'est profond dans notre âme. C'est profond dans notre être. C'est pour ça que je parlais de décivilisation. Nous souffrons, monsieur Alexis, même le poteau et Ozali Koloba. Mais est-ce que vous savez que Ezalina Batomosusu, Bazali Kopé sa valeur, na Batomosusu pour Bazali Koloba le poteau. Et Moto et Azali Pembeninaye, Azali Koloba le poteau te, Bazali Kopé sa yé valeur te. Non, mais français te va payer sa valeur. Mais vous voyez à quel point le noir se rabaisse en fonction d'un critérium qui a été fondé par un autre être différent de lui. Voilà pourquoi les véritables voyous qui réussissent à entraîner des problèmes et à détourner les deniers publics et à s'aimer la zizanie, ce sont ceux qui s'expriment en bon français. Il est très bien habillé, il s'exprime bien. Malheureusement. Il est sorti, il revient de Paris. Bon, donc, et j'ai aimé ce que le chef comment on l'appelle, le nouveau, le président de la transition au Niger, du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, voilà son nom, le très puissant Ibrahim Traoré. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, mais bizarrement aujourd'hui son nom m'a échappé. Il disait, en Afrique, les gens se disent intellectuels parce qu'ils s'expriment, parce qu'ils pensent que intellectuel, c'est mieux s'exprimer en français. Ce que Motaïbi français est donc à l'intellectuel. Lorsque vous leur poserez des questions en langue maternelle, lorsque vous leur demanderez de traiter des problèmes de société en langue maternelle, ils n'arriveront pas. Mais est-ce ça même un intellectuel? Est-ce qu'un intellectuel, c'est celui qui comprend la langue des autres et qui ne comprend pas, qui est incapable de traiter les problèmes de sa société dans sa propre langue? Et le président Ibrahim Traoré d'ajouter, lorsque nous aurons fait de nos propres langues, les langues nationales, lorsque nos propres langues auront pris la place du français, eh bien, tous les Français deviendront des analphabètes. Voilà. C'est triste. Voilà. Et donc, ceux qui s'expriment bien en lingala, en kituba, en vili, en bébé, en dondo, en kuni, en dongo nyama et en makwa ou bien tout, c'est ceux-là qui vont devenir les intellectuels de demain. Parce que justement, c'est des intellectuels. Voilà. Mais, bon, je parle très bien vili, mais je ne vaux rien. Voilà. Il faut que je parle seulement bien français. Bien français. Et je veux ajouter ceci, Alexis Bongo. Je suis en train, je m'adresse aux téléspectateurs. Adressez-vous à eux. Que je respecte la position de tout un chacun, l'opinion de tout un chacun, mais je suis ici pour faire un travail de sensibilisation et donc je suis dans le devoir justement de dire la vérité. Alexis Bongo, nous leur apportons la connaissance. Vous savez, on n'a pas à s'excuser pour ça. Je revenais d'un Kitélé avant-hier parce que j'étais maître de cérémonie à un mariage. Et j'étais dans le moyen, le monsieur qui était avec moi s'adressait à une femme. Il disait, mais yo lati tissa, je lati, mais biloko tout au défi, bamanzaka au défi, perruque, tissa, la femme dit, mais to salaka boye po bino bomo na biso kitoko parce que epai na bino moi cha kitoko ezali moi si oyo azali na suki ya mindele pe azali na manzaka azobi maloko la mondele surtout soki ndege nini suki tout ça quand il y a toutes ces choses là ça attire. Ça attire. Et donc,
pour paraphraser ce que disait le rappeur français Youssoufa, il disait « Le nègre s'entraîne dans sa tête à devenir blond ». C'est-à-dire que on a des formes de préparation dans nos têtes. On s'entraîne à devenir comme l'équipe de football qui s'entraîne pour jouer à la finale, pour jouer à... Non, parlons pas football. Les Diables Rouges ont été écrasés. Donc, le noir... Heureusement que nous, on est déjà ennemis avec Toloban Alisson, les Diables Rouges. Voilà. Heureusement. Hein. Donc, ne parlons pas football. Même en parlant de football... Non, restons dans le... Vous savez, les Diables Rouges, là, non. Même en parlant de football... Oui. Mais le téléphone, pourquoi ça ne sonne pas 45-45 pour RTL, 55-56 pour MTN. Vous achetez simplement du crédit, vous n'activez pas de forfait et vous appelez. Vous participez au débat, vous disiez, voilà. football. En parlant de football, je dis encore une fois de plus que je ne suis pas contre les choix que nous faisons, mais à un moment donné, je pense aussi que l'intelligence existe chez nous. Oui, ici, nous aussi, nous sommes très intelligents. Nous sommes très intelligents en matière de football. On peut justement trouver des bons coachs africains, congolais, gabonais, camerounais. Nos propres coachs, les Africains. Justement, voilà. Capables d'entraîner nos équipes en vue de les emmener beaucoup plus loin dans des compétitions. Évidemment. Donc, évidemment. Et à un moment donné, moi je pense que le noir doit se réveiller, doit se révolter, s'il vous plaît. Parce que cette Afrique que nous voulons tous, l'Afrique de demain que nous souhaitons tous, cette Afrique-là ne sera pas une Afrique forte si elle dépend de la volonté, de la philosophie des autres. Voilà. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, il nous reste très peu de temps. Bientôt l'atterrissage dans peut-être 4 minutes. Donc, nous concluons que on nous a parlé de grandes figures. Elles nous ont dominés depuis notre naissance à aujourd'hui. Mais il est temps que nous ouvrions les yeux, que les écailles tombent, que nous arrêtions d'être fascinés devant ces hommes-là, parce que le roi Soleil, il y a même quelqu'un qui se faisait appeler roi Soleil quelque part, le château de Versailles. Nous y avons été en Ban Négro en 2011, 2010-2011, en France, le château de Versailles, mais c'est extraordinaire. Et nous étions fascinés quand nous l'avions vu de nos propres yeux, mais tout émerveillé sans savoir que c'était la résultante des sacrifices de nos ancêtres, leur sang, leur sueur. Nous étions là en train d'admirer le résultat des tortures. Quelqu'un au téléphone, allô? Allô? Ah là, c'est malheureux. Allô? Ah, c'est malheureux. Ça passe pas trop bien, mais bon, certainement qu'on aura l'occasion prochainement d'avoir le retour des téléspectateurs. Alors donc, c'est celui 14-là qui a instruit Colbert pour qu'il puisse comme ça là hiérarchiser les races. Et donc, pourquoi pas ériger le code noir, élaborer le code noir. Mais vous savez, Alexis, bon, allô? Allô? Oui, allô? Oui. On vous écoute, vous êtes en direct. Oui, en fait, parler à propos des langues françaises là. Oui. Oui, moi, comme si j'ai un oncle à moi, lui, lui parle même à Lingala. Même à Kitouba, il ne sait pas. Tu vois, quand tu veux parler à Lingala, il se font comme quelqu'un qui n'a même pas étudié. Donc, vraiment, ça me fait toujours vraiment mal. Très bien. On a compris ce qu'il a dit. Oui, son oncle déteste le Lingala, le Kituba. Voilà, son oncle, oui. Ouais, quand on lui parle en Lingala ou en Kituba, c'est comme s'il n'a rien entendu. Motoana Atinate. Voilà, c'est ce que nous disions ici. Voilà. Et on pense que, parce qu'on parle... En fait, ceux qui parlent français, parlent bien la langue française, entretiennent ce complexe de supériorité. De supériorité. Et pour eux, être épanoui, c'est parler français, justement. Et c'est ça, être intellectuel, être un grand homme. Encore que c'est ça la mauvaise définition de l'intellectuel. Parce qu'un intellectuel, c'est celui-là qui promeut la capacité, qui promeut la réflexion, qui se met à réfléchir de temps en temps. Mais on peut réfléchir en Boshi, en Bembe, en Vili, en Dondo, en Kouni, en Nzabi, en Dongonyama, en quoi encore? En Sundi, en Louba, en Tanguy, comment on peut dire encore? Voilà, donc on ne va pas circonscrire le domaine de la réflexion et de l'intelligence aux Français. Malheureusement. Encore qu'en France, là-bas, ils sont en train de déplorer. Nos enfants d'ici sont plus intelligents que les leurs parce que là-bas, ça dégringole dans le classement européen parce qu'ils parlent très bien français, mais ils ne comprennent rien du tout. Voilà. Surtout si dicté banana bangona banana biso compétition, c'est sûr que moi, zéro faute, il y a bango ça la
475 fautes. Et Alexis, je voudrais dire ceci. Tous ces hommes cités ici, Louis XIV, Napoléon, Charles de Gaulle, Bonaparte. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, ces hommes-là ont entretenu simplement la volonté de la domination. De la domination. Il faut dire des choses claires. Entre les races, il y aura toujours de la concurrence et de l'envie de la domination. Même les Chinois qui sont nos amis aujourd'hui, dans la tête des Chinois, il y a l'envie de dominer le monde. Mais ils ont dit 2014, ils sont la première puissance mondiale. Il y a la vision de l'hégémonie. Donc moi, je suis surpris de voir que le noir se contente justement de sa position en dessous des autres. Vous savez, monsieur Alexis, ce qu'ont fait les autres, la France-Afrique, la colonisation, l'esclavage... Vous n'allez pas demander à ce que nous, les Africains, nous devenons aussi... Non, le problème, c'est pas de devenir comme eux. Non. Mais moi, je vais dire quelque chose à ce rapidement. Et ça, c'est pour les présidents africains. Avec tout le respect que vous leur devez. Justement, ils sont parce que nous, ici, nous défendons l'Afrique, nous défendons tout le monde, nous défendons tous les Africains, y compris les chefs d'État africains. Mais vous avez quelque chose à leur dire. Ils sont mes papas, je les aime beaucoup et nous travaillons pour eux, nous sommes pour eux. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est qu'un président de la République doit avoir l'envie de dominer le monde pour le bien de son peuple, doit avoir une vision d'homme fort pour le bien de son peuple. Très bien, mais pour qu'on finisse pas sans qu'on le dise, mais vous voyez vous-même comment les chefs d'État africains aujourd'hui, il faut voir le président du Ghana, il faut voir celui de Kenya, il faut voir Ibrahim Traoré, il faut voir les autres, il faut voir Félix Tshisekedi de l'autre côté du fleuve qui a carrément dit l'attitude paternaliste, là, ça doit s'arrêter. Il faut voir Denis Sassou Nguesso en Russie qui a dit qu'ils ont fait des pieds et des mains pour que nous n'arrivions pas, mais nous sommes venus. Voilà, donc les chefs d'État africains sortent de leurs réserves. Trop c'est trop et nous pouvons acclamer pour eux. Bien sûr, c'est pour ça que je les félicite. Oui, c'est ça l'objectif. Et je dis ici que nous travaillons pour eux. Pour eux. Il faut dire nous éveillons les consciences pour eux. Il faut dire ces choses de plus en plus pour justement... nous devons aussi les stimuler, les pousser, les mettre en confiance, les rassurer qu'ils ont le peuple avec eux. Et c'est parce que nous sommes à la fin de l'émission. Sinon, il nous reste 2 petites minutes, Dickson Klaus. Dans domination, il y a beaucoup de choses. On est à l'atterrissage, oui, rapidement. La domination peut vous pousser à rendre autonome votre peuple. Vous voyez, dans la domination, il y a l'esprit de domination, l'esprit de grandeur, en fait. C'est pas interdit en politique. Il faut en politique, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de non, la lingui, bango, kosala. Non. En politique, c'est d'abord son pays, c'est d'abord le peuple, c'est d'abord sa race. Très bien. C'est des choses qui doivent exister dans nos esprits. Très bien. Celui qui veut faire la politique pour son pays, pour son peuple, doit se dire dans sa tête que je dois élever mon pays au-dessus des autres peuples. Très bien. Ça, il n'y a pas de mal à ça. Très bien, Dickson Klaus. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous arrivons à l'atterrissage. On espère que prochainement, vous serez avec nous pour réagir au 45-45 et au 55-56 parce que c'est fait pour vous. Nous avons vu, on est d'accord avec Dickson parce que même le président Obama, arrivé à la tête des États-Unis, n'a pas servi l'Afrique, mais a servi en 2 mandats les États-Unis parce qu'on est chef d'État pour les siens et non pour les autres. Donc c'était avec plaisir les mensonges de l'histoire. Première partie, nous avions décrypté 3 gros mensonges comme ça de 3 figures de l'histoire. Louis XIV, Napoléon, Bonaparte et le général Charles de Gaulle. Affaire à suivre. Donc on se dit à lundi prochain. Merci beaucoup.